Je m'appelle Naomi Mercé. J'ai 32 ans. Et, il y a 4 ans, ma mère m'a regardé droit dans les yeux, et a qualifié ma remise de diplôme universitaire de cérémonie des échecs. Pas une étape importante, pas un accomplissement. Pas le genre de jour pour lequel un parent se déplace. Non, une cérémonie des échecs. Je me souviens encore du calme de sa voix, lorsqu'elle a prononcé ces mots, comme si elle commentait la météo, au lieu de balayer d'un revers de main les années les plus dures de ma vie. J'avais travaillé dur pour obtenir ce diplôme, sans l'argent de ma famille, sans leur soutien, et, très certainement, sans leur fierté. Quand le jour est arrivé, j'ai traversé cette scène, en sachant exactement quel siège serait vide. Et il l'était. Pendant que je recevais mon diplôme, ma mère organisait une réception de l'après-midi, soigneusement mise en scène, avec du champagne, des fleurs, et ce genre de photos souriantes que les gens publient, quand ils veulent faire croire au monde que leur famille est parfaite. Elle a ignoré ma remise de diplôme comme si c'était en dessous d'elle, comme si, moi-même, j'étais en dessous d'elle. Je me suis dit que ce jour-là serait la dernière fois, que j'attendrais quoi que ce soit de leur part. Et, pendant un temps, ce fut le cas. Puis, tout a changé. 4 ans plus tard, j'ai construit ma propre entreprise, et je l'ai vendue pour une somme d'argent bien supérieure à ce que quiconque, dans ma famille, n'aurait jamais imaginé me voir toucher. Et soudainement, ces mêmes personnes, qui ne pouvaient pas m'accorder 3 heures pour mon diplôme, avaient du temps pour moi. Beaucoup de temps. L'écran de mon téléphone s'est allumé, affichant un numéro que je connaissais par cœur. Sa voix était plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Elle a dit qu'il fallait qu'on se parle. Elle a dit qu'il y aurait une réunion de famille, le lendemain. Je lui ai répondu qu'il était trop tard. Beaucoup trop tard. Mais j'y suis allé quand même. Pas parce que je cherchais à tourner la page. Pas parce que je voulais des excuses. J'y suis allé parce que, à ce moment-là, je savais quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé que je découvrirais. Et ce que j'ai apporté dans cette réunion, était bien plus dangereux qu'une simple preuve qu'ils m'avaient sous-estimé. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, lorsqu'ils ont réalisé que la fille qu'ils avaient jetée, était la seule personne capable de tout détruire, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Parce que cette histoire ne fait qu'empirer à partir d'ici. J'avais 7 ans, quand ils m'ont envoyé vivre chez ma grand-mère, sur la côte du Maine. Pas de dispute hurlante, pas de confession dramatique, pas d'explication qu'un enfant aurait pu réellement comprendre. Juste des valises préparées avec trop de soin, un trajet en voiture beaucoup trop silencieux, et une phrase toute faite, expliquant qu'il serait préférable pour tout le monde, que je reste avec grand-mère pendant quelque temps. Ce quelque temps s'est transformé en années. À l'époque, ma famille vivait dans l'une de ces vieilles maisons de Boston, magnifiques de l'extérieur, mais émotionnellement glaciales à l'intérieur. Tout y était mis en scène. Les bonnes écoles, les bons dîners mondains, les bonnes fréquentations familiales, les bons sourires sur les bonnes photographies. Ma petite sœur s'intégrait dans ce monde, comme si elle avait été conçue pour lui. Elle avait le visage de ma mère, sa douceur, et sa place dans chaque cadre. Pas moi. J'avais les yeux de mon père, sa mâchoire, ses cheveux bruns, et apparemment, bien que je ne l'ai compris que bien plus tard, j'avais aussi le pouvoir de mettre ma mère visiblement mal à l'aise, par ma simple présence dans la même pièce. Ma grand-mère, Margaret Haye, ne m'a jamais monté contre eux. Elle n'en a jamais eu besoin. Elle m'a simplement aimé si intensément, que la différence entre le véritable amour, et la simple négligence polie, est devenue impossible à ignorer. Elle préparait mes déjeuners, m'aidait à faire mes devoirs, assistait à chaque spectacle de l'école, et applaudissait à tout rompre, comme si je me produisais au Carnegie Hall. Même quand je n'étais qu'une petite fille nerveuse, au fond de la chorale d'hiver. Pendant que ma famille à Boston construisait une vie sans moi, grand-mère en a construit une autour de moi. J'ai appris très tôt que, si je voulais quoi que ce soit, je devais le gagner par moi-même. À 16 ans, je travaillais le week-end, je postulais pour des bourses d'études, et je planifiais un avenir, qui ne dépendrait d'aucun euro de la famille Mercé. À 18 ans, j'ai obtenu une bourse universitaire complète, et un aller simple vers une vie que ma famille n'avait pas contribué à créer. J'ai étudié la science des données et les systèmes de santé, puis j'ai tracé ma route, de la même manière que j'avais tout construit, par la discipline, l'obstination, et la promesse intime que plus personne n'aurait jamais le droit de me considérer comme jetable. Ma remise de diplôme aurait dû être le moment où ils verraient ce que j'avais accompli, sans eux. Au lieu de cela, c'est devenu une humiliation de plus, à laquelle j'ai dû survivre en public.
J'avais envoyé l'invitation des mois à l'avance. J'avais relancé. J'avais même suffisamment abaissé mes attentes, pour espérer le strict minimum. Un SMS poli, un bouquet, 2 personnes dans le public faisant semblant de s'intéresser à moi. Ce que j'ai reçu fut pire que le silence, car le silence, au moins, peut laisser place au doute. Ma mère m'a appelé, et m'a dit, d'une voix froide qui me retourne encore l'estomac aujourd'hui, qu'elle ne croyait pas à la célébration de la médiocrité déguisée en ambition. Puis, elle a prononcé ces mots, que je m'étais déjà répétés 1000 fois. Cérémonie des échecs. Elle a qualifié ma remise de diplôme de cérémonie des échecs. J'ai traversé cette scène quand même. J'ai fini major de ma promotion quand même. Et, quand j'ai regardé dans le public, la seule personne debout pour moi, pleurant pour moi, fière de moi, c'était ma grand-mère. Plus tard cet après-midi-là, alors que je tenais encore mon diplôme, en essayant de ne pas laisser le vide me briser en public, ma mère a publié des photographies d'un déjeuner dans un jardin à Boston. Des verres en cristal, des roses d'été, des serviettes en lin, un éclairage parfait, des invités parfaits, une fille parfaite. J'ai sauvegardé les captures d'écran. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, sur le moment. Peut-être parce qu'une part de moi comprenait déjà, qu'un jour, j'aurais besoin de prouver que cette cruauté avait été bien réelle. Une part de moi pensait qu'après l'université, je cesserais enfin d'attendre quoi que ce soit d'eux. Et j'y suis presque parvenu. J'ai avancé. J'ai travaillé. J'ai bâti. J'ai transformé chaque once de rejet en élan. Mais le problème avec les familles comme la mienne, c'est qu'elles reviennent toujours, lorsque votre succès leur donne quelque chose à revendiquer. À 32 ans, j'avais fait plus que bâtir une carrière. J'avais bâti une entreprise. Ce qui avait commencé comme une petite plateforme d'analyse, conçue pour signaler les schémas de facturation hospitalière suspects, s'est développé plus vite que je ne l'aurais jamais espéré. Les compagnies d'assurance la voulaient. Les cabinets de conformité la voulaient. Les réseaux hospitaliers, qui avaient autrefois ignoré mes emails, voulaient soudainement des réunions. Puis, une grande société est intervenue, avec une offre de rachat si agressive, que j'ai ri la première fois que je l'ai lue. J'ai négocié, signé, et regardé les chiffres s'afficher sur les écrans de mon comptable, des chiffres si grands qu'ils semblaient presque fictifs. La presse spécialisée s'en est emparée. Mon calendrier de consulting s'est rempli pour l'année suivante. Je gagnais plus d'argent en un mois, que ce que ma famille m'avait un jour sous-entendu que je ne verrais jamais en une vie entière. 3 semaines avant que ma mère ne m'appelle, avec cette petite invitation mielleuse pour une réunion de famille, ma grand-mère est décédée. Cette phrase sonne toujours faux, même aujourd'hui. Elle avait été le seul repère stable de toute ma vie. Et, lorsqu'elle est partie, le monde est devenu silencieux, d'une manière que j'ai détestée. Je suis resté après les funérailles, pour trier les affaires de sa maison, parce que je ne supportais pas l'idée que des étrangers mettent en carton les pièces qui m'avaient maintenu en un seul morceau. Au fond du placard de sa chambre, caché dans un vieux coffre en cèdre, sous des couvertures d'hiver et des lettres nouées par un ruban, j'ai trouvé une épaisse enveloppe, portant mon prénom écrit de sa main. À l'intérieur, se trouvait une photo de ma mère dans la vingtaine, se tenant beaucoup trop près d'un homme, qui n'était absolument pas mon père. Il y avait un deuxième objet, une note dactylographiée de ma grand-mère, m'avertissant de ne jamais faire confiance à la soudaine gentillesse de membres de la famille, qui avaient passé des décennies à prouver que je ne signifiais rien pour eux. Et il y avait la carte de visite d'un détective privé, nommé Ethan Cross. Au dos, avec la petite écriture soignée de ma grand-mère, on pouvait lire, s'ils reviennent, commence par ici. Ils sont revenus. 48 heures après qu'un article sur la vente de mon entreprise a circulé dans la presse économique, ma mère a appelé. Sa voix était presque tendre. Elle n'avait jamais été tendre avec moi de toute sa vie. Elle m'a demandé comment j'allais. Elle m'a appelé ma chérie. Elle a dit que la famille avait besoin de renouer, et que, le lendemain, il y aurait une réunion dans la maison de Boston. Cette même maison où ma chambre avait disparu des années auparavant, où chaque photographie sur les murs m'avait appris exactement où je me situais. J'ai répondu, trop tard. Beaucoup trop tard. Puis, j'ai raccroché. 10 minutes plus tard, mon père m'a envoyé un message. Le texte était court, formel, et, d'une certaine manière, encore plus insultant, de par la neutralité prudente qu'il essayait d'afficher. Il disait qu'il voulait discuter d'un moyen d'honorer l'héritage de ma grand-mère. Pas s'excuser, pas s'expliquer, juste honorer son héritage.
Je savais déjà qu'il était question d'argent, avant même d'entrer. Je ne savais tout simplement pas encore à quel point le reste de l'histoire était sordide. Le lendemain après-midi, je suis retourné à Boston, pour la première fois depuis des mois. La maison semblait encore plus luxueuse que dans mes souvenirs. Nouvel aménagement paysager, nouvelles pierres, peinture fraîche. C'était le genre d'endroit qui murmurait la stabilité, même lorsqu'il était bâti sur des mensonges. Ma mère m'a accueilli comme si nous étions proches. Mon père m'a serré la main, comme si j'étais un donateur qu'il espérait ne pas perdre. Ma sœur, Camille Mercé, m'a prise dans ses bras, avec la prudence maladroite de quelqu'un qui savait qu'elle avait toujours bénéficié de mon exclusion, mais qui n'avait jamais été forcé de le dire à voix haute. Le déjeuner était dressé sur la terrasse, comme si nous assistions à des retrouvailles civilisées, au lieu d'une négociation mise en scène, par des personnes qui n'avaient jamais passé une seule journée honnête avec moi. Puis, mon père a ouvert un dossier en cuir, et l'a fait glisser sur la table. À l'intérieur, se trouvait un projet entièrement détaillé, pour une entité appelée Fondation Héritage Mercé. Selon eux, elle honorerait ma grand-mère, en soutenant des étudiants négligés, issus de familles brisées. Le document utilisait tout le vocabulaire adéquat, opportunité, dignité, accès à l'éducation, résilience. Ma grand-mère aurait adoré cette mission. C'est la première chose qui m'a rendu malade. Parce que, bien avant d'arriver aux chiffres, bien avant de voir qui était désigné comme directeur exécutif, je savais qu'ils utilisaient son nom comme un appât. Camille recevait un salaire. Ma mère percevait une indemnité de consultante. 2 prestataires externes étaient listés, avec des tarifs suffisamment élevés pour me faire plisser les yeux. Le budget de lancement était gonflé. La structure de contrôle interne était faible. Et, au bas de la dernière page, figurait le chiffre qu'ils attendaient de moi. 300 000 €, à titre de contribution fondatrice de la famille. Ma mère s'est penchée par-dessus la table, et a posé sa main légèrement sur la mienne, comme si elle m'avait consolé un seul jour de sa vie. Elle a dit, « Nous savons à quel point tu as réussi, Naomi. Nous avons pensé que cela pourrait enfin nous réunir, en tant que famille. » C'est à ce moment-là que j'ai compris la véritable insulte. Il ne revenait pas parce qu'il m'aimait. Il revenait parce que j'étais devenu utile. J'ai souri. J'ai hoché la tête. Je leur ai dit que j'allais examiner tout cela très attentivement. Puis, j'ai repris la route pour le Maine, j'ai sorti la carte que ma grand-mère m'avait laissée, et j'ai appelé Ethan Cross, avant le coucher du soleil. Ethan Cross ne perdait pas de temps en paroles inutiles. Il m'a rencontré à Portland dès le lendemain matin, a parcouru chaque document du projet de fondation, et a déclaré, « Si votre instinct vous dit déjà que ça pue, ils ont probablement été prudents. » C'était le commencement. Pendant qu'Ethan s'occupait des antécédents familiaux, j'ai géré l'aspect financier moi-même. L'avantage d'avoir bâti une entreprise autour de la détection des fraudes, c'est qu'au bout d'un certain temps, on cesse d'entendre les excuses, pour commencer à voir les schémas. La fondation proposée était enregistrée légalement, ce qui signifiait qu'il n'était pas assez stupide, pour créer une fausse entreprise grossière. C'était presque pire. Il y avait de vrais papiers, une vraie demande d'exonération fiscale en cours, un vrai compte bancaire, une image de marque, un calendrier de lancement, et toute la légitimité visuelle que l'argent peut acheter. Mais, quand j'ai commencé à retracer les fournisseurs, les choses se sont tordues, là où elles auraient dû être droites. Une société de conseil en stratégie, liée à une vieille amie de ma mère, n'avait aucun historique significatif. Une agence de marketing possédait un site web soigné, mais aucun portfolio substantiel, et une adresse qui menait à des bureaux partagés, utilisés par des dizaines de sociétés écrans. Le plan de rémunération de Camille était obscène, pour une fondation qui n'avait pas encore aidé une seule personne en vie. Chaque page paraissait propre, jusqu'à ce que vous compreniez à quoi ressemble réellement une fraude propre. Ce n'est jamais bâclé au début. C'est élégant, optimisé fiscalement, émotionnellement manipulateur, et habillé d'un vocabulaire de mission caritative. Au bout d'une semaine d'examen, Ethan m'a appelé, pour me dire qu'il avait quelque chose que je devais voir en personne. J'ai conduit jusqu'à son bureau, où il m'a tendu un dossier, contenant des copies d'anciennes photographies, le programme d'une vieille galerie d'art, et un nom, qui a fait prendre vie à tout ce qui se trouvait dans l'enveloppe de ma grand-mère. Adrien Val. L'homme sur la photo avec ma mère. Il avait été un photographe d'architecture très en vue à Boston, au début des années 90. Magnétique, talentueux, financièrement instable, et, selon 2 personnes interrogées par Ethan, profondément impliqué avec ma mère,
avant son mariage. Il y avait eu des rumeurs à l'époque, rien de prouvable, rien de public, juste assez de fumée pour rendre ma grand-mère méfiante, 30 ans plus tard. Ethan avait également découvert autre chose. Mes parents n'étaient pas soudainement devenus désireux de renouer par pur sentimentalisme. Ils étaient sous pression. La maison avait été refinancée 2 fois. Il y avait des dettes privées. Mon père approchait de la fin d'un poste lucratif, avec moins de perspectives d'avenir que les apparences ne le laissaient croire. La fondation n'était pas seulement motivée par la cupidité. C'était un canot de sauvetage, qu'il prévoyait de remplir avec mon argent. Pourtant, rien de tout cela n'expliquait pourquoi j'avais été renvoyé à 7 ans, alors que Camille était adorée au grand jour. Cette pièce du puzzle est arrivée ensuite. J'ai organisé un test ADN légal privé, par l'intermédiaire d'un laboratoire spécialisé dans la chaîne de traçabilité. J'ai fourni mon propre échantillon volontairement. Obtenir celui de mon père a été plus facile que cela n'aurait dû l'être. Il m'avait tendu une tasse de café, pendant le déjeuner, la semaine précédente. Et, contrairement à ma famille, j'ai toujours été attentive, lorsque les choses avaient de l'importance. L'échantillon de Camille a demandé plus d'efforts. Une brosse à cheveux, conservée dans la maison familiale, récupérée lors d'une deuxième visite, après que ma mère a insisté pour que je passe discuter de la stratégie des donateurs. L'échantillon de comparaison d'Adrien Val provenait d'une référence médico-légale scellée, préparée avant sa mort, et conservée par un avocat qu'Ethan avait localisé, grâce au dossier de succession. L'attente a failli briser ma concentration. J'ai continué à travailler. J'ai continué à examiner les budgets prévisionnels, et les présentations pour les donateurs. J'ai continué à répondre aux SMS soudainement affectueux de ma mère, par des phrases neutres et brèves. Et puis, le laboratoire a envoyé les résultats. Je les ai ouverts seul, dans la cuisine de ma grand-mère, les 2 mains à plat sur la table, car, au fond de moi, je savais déjà que le sol était sur le point de se dérober. Mon père était mon père biologique. Il n'y avait aucune ambiguïté. Camille n'était pas sa fille biologique. Camille correspondait à Adrien Val. J'ai lu le document 3 fois. Puis, je suis resté assise là, dans un silence total, pendant que chaque souvenir, que j'avais toujours essayé d'expliquer par du simple favoritisme, se réorganisait en quelque chose de bien plus laid, et de bien plus précis. Ma mère ne m'avait pas rejeté parce que je la décevais. Elle m'avait rejeté, parce que j'étais la preuve vivante de la vie qu'elle avait réellement choisie. Mon père n'avait pas échoué à me protéger parce qu'il ne savait pas comment faire. Il avait échoué, parce qu'il savait exactement ce qui se passait, et qu'il avait quand même choisi la version de la famille qui préservait son mariage, et son image. Camille avait été le centre choyé de la maison, parce qu'elle représentait la loyauté cachée de ma mère, la vie qu'elle avait aimée, avant le mariage qu'elle jouait comme une pièce de théâtre. Et moi, j'avais été éloigné, à l'instant même où j'avais commencé à trop ressembler à l'homme, qui rendait ce mensonge difficile à maintenir. Quand j'avais 7 ans, j'avais posé une question toute simple, pendant le petit déjeuner. Pourquoi est-ce que je ressemble exactement à papa? Mais Camille ne ressemble à aucun de vous deux. Je me souvenais de la façon dont le visage de ma mère avait changé. Je me souvenais à quel point la maison était silencieuse ce soir-là. Je me souvenais de ma valise, apparaissant le lendemain matin. Pendant des années, j'avais pensé que ce souvenir était trop dramatique pour être fiable. Maintenant, il prenait tout son sens. Je n'avais pas été écarté parce que j'étais une enfant difficile. J'avais été écarté parce que j'étais observatrice. Pendant ce temps, les preuves concernant la fondation ne cessaient d'empirer. J'ai trouvé des prévisions gonflées, un langage d'approbation préalable pour la gouvernance du conseil d'administration, qui aurait permis de garder le contrôle total des dépenses à l'intérieur de la famille, et des documents de communication personnelle. Déjà rédigés pour me présenter comme la force fondatrice, que je les approuve ou non. Puis, Ethan a découvert un autre fil conducteur. Une petite publication spécialisée avait été alimentée avec des informations de fond, me dépeignant comme froide, instable et avide, en prévision d'une éventuelle hésitation des donateurs. Ma mère préparait une histoire de secours. Si je refusais de financer leur combine, ils raconteraient au monde entier que j'étais une fille amère, sapant un effort caritatif créé au nom de ma grand-mère. C'est à cet instant précis, que toute cette affaire a cessé d'être une simple insulte, pour se transformer en véritable guerre. J'ai refusé la deuxième réunion dans un premier temps, alors ma mère a passé la vitesse supérieure. Elle a envoyé des fleurs chez moi, dans le Maine,
avec un mot sur la guérison familiale. Mon père a appelé pour me dire qu'il craignait que j'ai mal compris le but de la fondation. Camille m'a envoyé un SMS tard le soir, disant « Grand-mère aurait voulu que nous soyons unis ». La chorégraphie émotionnelle était si délibérée, que cela aurait presque pu être impressionnant, si ce n'était pas aussi transparent. Je leur ai annoncé que j'avais besoin de documents financiers supplémentaires, avant de débloquer le moindre euro. Ma mère a répondu dans les 5 minutes, demandant pourquoi je rendais tout si difficile. Difficile ? Ce mot m'a fait éclater de rire, seul dans ma cuisine. Les familles comme la mienne qualifient toujours la responsabilité de difficile, alors qu'en réalité, elles veulent dire incommode. J'ai demandé les contrats, la répartition des fournisseurs, la justification des salaires, les politiques de remboursement, et les projets de statut, reflétant un véritable contrôle indépendant. Ce qui m'a été renvoyé n'a fait qu'aggraver les choses. Les documents étaient incomplets. Les dates étaient incohérentes. Les lignes budgétaires ne correspondaient pas. Les dépenses de l'événement de lancement étaient déjà surfacturées. Et il y avait des signes prouvant que l'intérêt des donateurs avait été exagéré, pour faire pression sur moi, afin que j'agisse vite. Je leur ai dit que je ne débloquerais aucun fonds, tant qu'un audit jury comptable externe ne serait pas terminé. C'est là que les masques sont tombés. Ma mère m'a qualifié d'ingrate. Mon père a déclaré que j'embarrassais la famille. Camille m'a accusé de tout ramener à de vieilles blessures, au lieu de penser à l'avenir. J'ai enregistré chaque appel. J'ai gardé chaque email. J'ai sauvegardé chaque message vocal. Puis, l'article est sorti. Il ne me qualifiait pas de criminel. Les gens riches, dotés d'une bonne éducation sociale, sont généralement trop lisses pour ça. Au lieu de cela, on me présentait comme une fondatrice brillante, mais explosive, dont l'instabilité personnelle avait compliqué une initiative caritative familiale. L'article laissait entendre que j'étais devenu obsédé par des questions d'héritage. Il suggérait que mon jugement pouvait être altéré par un ressentiment non résolu. C'était juste assez subtil pour paraître respectable, et juste assez vicieux pour faire des dégâts. En l'espace de 72 heures, 2 discussions de consultation sont tombées à l'eau. Un système de santé, que je conseillais, a demandé de reporter la finalisation d'un contrat, dans l'attente d'un examen interne. Un autre client a discrètement réduit mon implication, sur un projet de conformité, d'une valeur de près de 2 millions d'euros pour l'année suivante. Personne n'a dit que l'article en était la cause. Personne n'en a eu besoin. Les atteintes à la réputation, parmi les professionnels fortunés, s'accompagnent rarement d'aveux explicites. Elles se manifestent par de l'hésitation, de la distance, et une perte soudaine d'enthousiasme, de la part de personnes qui étaient ravies de vous connaître, la semaine précédente. Puis, les choses sont devenues plus laides. Une série de mails a commencé à circuler, censés provenir d'une adresse suffisamment proche de la mienne, pour tromper quiconque jetait un coup d'œil rapide. Les messages laissaient entendre que j'avais menacé de révéler des affaires familiales privées, à moins que certains arrangements financiers ne soient conclus. Le langage était maladroit, mélodramatique, et ne ressemblait en rien à ce que je pourrais écrire. Mais cela n'avait pas d'importance au début. Ce qui comptait, c'était que ces emails existent suffisamment longtemps pour être montrés, transférés, chuchotés, et mentionnés dans des conversations où je n'étais pas présente pour rétablir la vérité. Mon avocate, Dana Whitlock, est entrée en scène après le 2e incident avec un client. Elle a jeté un seul coup d'œil au document, et a déclaré « Ce n'est plus un conflit familial. C'est de la fraude, de la diffamation, et de la fabrication de fausses preuves. » Dana était exactement le genre d'avocate que vous voulez, lorsque les gens confondent votre calme avec de la faiblesse. Tranchante, dénuée de tout sentimentalisme, et presque offensivement compétente. Elle m'a demandé de cesser toute interaction directe, à moins que ce ne soit strictement nécessaire, de tout faire passer par des canaux conservables, et de commencer à constituer un dossier de litige, si minutieux qu'il pourrait survivre à un examen public. Pendant qu'elle s'occupait de l'aspect juridique, Ethan continuait de creuser. Le faux nom de domaine des emails comportait des liens vers un service acheté via un compte tiers, lié à une personne de l'entourage de ma mère. Un prétendu consultant en relations publiques, qui avait travaillé avec elle sur des dîners de collecte de fonds pour des musées, avait discrètement placé ces éléments de langage dans une petite publication après l'autre. Ma mère n'improvisait pas. Elle orchestrait une stratégie de destruction de réputation, contre sa propre fille. Le pire, c'est que ça marchait juste assez pour me porter préjudice. L'un de mes plus gros renouvellements de contrat a été suspendu.
Une invitation à siéger à un conseil d'administration a disparu. Une conférence, pour laquelle j'avais donné mon accord verbal, est soudainement devenue indisponible, en raison de changements d'emploi du temps et qui n'ont trompé personne. La perte financière directe a dépassé les 2 millions d'euros de travail projeté, en un mois. J'avais envie de hurler. J'avais envie de retourner à Boston en voiture, de leur jeter le rapport ADN à la figure, et de regarder la pièce s'embraser. Mais la colère coûte cher, lorsque la partie adverse espère justement que vous deveniez imprudente. Alors, j'ai fait l'inverse. Je suis devenue plus froide. J'ai tout catalogué. Chaque article, chaque capture d'écran retouchée, chaque détail suspect sur l'expéditeur, chaque contradiction entre leur discours caritatif public et leur comportement financier privé. Puis, Dana a découvert l'erreur qui allait finalement faire exploser ma mère en plein vol. Dans un dossier préparé pour me menacer de poursuites légales, ils avaient joint des copies de ces faux emails, comme s'il s'agissait de preuves authentiques de chantage. Ils ne s'étaient pas contentés de faire circuler des mensonges en privé. Ils avaient soumis des documents manipulés, dans un contexte où un examen légal pouvait les détruire. Ma mère, dans sa panique, avait fait ce que les personnes arrogantes font souvent, lorsqu'elles ont l'habitude de gagner depuis trop longtemps. Elle a présumé que sa petite mise en scène tiendrait le choc face à un interrogatoire. Elle avait oublié à qui elle avait affaire. J'avais construit toute ma vie d'adulte en examinant avec précision, ce que les autres espéraient que personne ne regarderait de trop près. À ce stade, j'avais perdu de l'argent, des contrats, et la dernière once d'illusion selon laquelle une partie de mon conflit familial pourrait encore se résoudre discrètement. Cela a mis fin à la toute dernière hésitation en moi. J'ai dit à Dana de tout déposer. Pas une partie, pas la version édulcorée, tout. L'audience préliminaire s'est tenue par une matinée grise, à Boston. Bien qu'au moment de franchir les portes du tribunal, je me sentais étrangement calme. Pas apaisé, ni guéri, juste débarrassé de la peur. Ma mère était là, vêtue de soie bleu marine, toujours aussi soignée, comme si une bonne coupe de vêtements pouvait encore la sauver. Mon père paraissait 20 ans de plus que la dernière fois que je l'avais vu, lors de ce déjeuner sur la terrasse. Camille était assise de manière rigide entre eux, essayant d'avoir l'air sereine, et échouant à chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil de mon côté de la salle, voyant les classeurs empilés devant Dana. L'audience était censée se concentrer sur des poursuites civiles. Détournement de fondation, diffamation, préjudice financier. Au lieu de cela, c'est devenu le jour où toute leur mythologie s'est effondrée en public. Dana a commencé par l'argent, parce que l'argent est l'endroit où les gens comme mes parents s'imaginent toujours être les plus en sécurité. Elle a exposé la structure de la fondation, la rémunération personnelle, les relations avec les fournisseurs, les paiements de consultants accordés à des proches, les dépenses préalables au lancement sans aucune production caritative, et les fausses déclarations utilisées pour exploiter mon nom et ma réputation. Le juge a posé des questions simples, d'un ton si posé que les réponses paraissaient encore plus pathétiques. Combien de bourses avaient été accordées? Aucune. Combien de bénéficiaires avaient été aidés? Aucun. Pourquoi la rémunération des dirigeants avait-elle commencé, avant même que les programmes n'existent? Aucune réponse cohérente. Pourquoi une connaissance professionnelle d'un membre de la famille avait-elle reçu des honoraires de consultation stratégique, bien supérieurs aux tarifs standards des jeunes associations à but non lucratif? Là encore, aucune réponse cohérente. L'avocat de ma mère a tenté de présenter cela comme une mauvaise gestion, survenue lors d'un lancement précipité. Ensuite, Dana est passée aux communications falsifiées. Elle n'en a pas fait un drame. Elle n'en a pas eu besoin. Elle a soumis des rapports de métadonnées, des tracés d'enregistrement de domaine, des suivis de serveurs, des chevauchements chronologiques, des comparaisons de schémas linguistiques, et un résumé d'analyse numérique, reliant les emails fabriqués à des comptes et appareils provenant de l'entourage direct de ma mère. Le tribunal est devenu si silencieux, que j'ai pu entendre quelqu'un déplacer des papiers, 3 rangées plus loin. Le visage de ma mère a changé à ce moment-là. Pas pour laisser place à la honte, mais à la panique. Une véritable panique, le genre qui fait cligner les yeux beaucoup trop vite, et crisper la mâchoire beaucoup trop fort, parce que l'on sent le contrôle quitter son propre corps en temps réel. Le juge a demandé si la défense souhaitait contester l'analyse d'authenticité. Leur avocat a demandé une brève suspension. Il savait déjà qu'il se tenait sur un sol en train de s'effondrer. Mais Dana n'avait pas terminé.
Elle a demandé la permission de présenter des preuves relatives au mobile, à un schéma comportemental, et à une longue tromperie familiale, directement liée à la fraude actuelle. Le juge lui a autorisé. C'est à ce moment-là que les rapports ADN ont été versés au dossier. Même maintenant, si je ferme les yeux, je peux encore revoir exactement la réaction de chacun. Mon père n'avait pas l'air surpris. Il avait l'air vaincu. C'était, d'une certaine façon, encore pire. Ma mère avait l'air d'avoir été frappée physiquement. Camille a fixé la page projetée, pendant une bonne seconde de trop, avant que tout son corps ne se crispe. Dana a lu le résumé avec une clarté glaciale. J'étais la fille biologique de Charles Mercé. Camille Mercé ne l'était pas. Camille correspondait à Adrien Val, l'ancien partenaire que ma mère avait enterré sous 30 ans de représentation sociale. Personne n'a parlé au début. Puis, Camille s'est tournée vers mon père, si lentement que ça en paraissait irréel, et a posé une seule question, d'une voix que j'ai à peine reconnue, « Tu savais ?» Ce n'était pas vraiment une question. Mon père a baissé les yeux, et a fait le plus petit signe de tête que j'ai jamais vu détruire un autre être humain. Camille a ensuite regardé ma mère. L'expression sur son visage n'était pas seulement de la rage. C'était un effondrement. L'identité est une chose étrange. Les gens pensent qu'elle réside dans les registres, dans le sang, et dans les noms. Ce que j'ai vu quitter le visage de ma sœur ce jour-là, ce n'était pas seulement la certitude concernant son père. C'était la certitude concernant sa vie entière. Ma mère a essayé d'intervenir. Elle a affirmé que le test n'était pas pertinent. Elle a déclaré que c'était une attaque contre la famille. Elle a dit que je n'en avais pas le droit. Dana l'a interrompu, et a rappelé à la cour, que la défense avait déjà présenté des communications fabriquées, en lien avec leur argumentaire. Que la fraude de la fondation et la campagne de diffamation, étaient manifestement liées à un schéma de dissimulation et de manipulation vieux de plusieurs décennies. Et que, par conséquent, le mobile avait son importance. Le juge lui a donné raison. Puis, le coup de grâce a été porté. Parce qu'en essayant d'étayer son histoire de chantage, ma mère avait utilisé des documents falsifiés, dans un contexte judiciaire où l'authenticité est légalement essentielle, le juge a déféré l'affaire, sur le champ, pour un examen pénal. Il a demandé à ce que le procureur de district soit informé de possibles fausses déclarations, et de la soumission frauduleuse de preuves. L'avocat de ma mère a demandé du temps. Le juge ne lui en a presque pas accordé. À ce stade, l'audience avait largement dépassé la simple question de savoir si la fondation avait été mal gérée. C'était devenu une question de tromperie intentionnelle. Camille est sortie avant que quiconque ne puisse l'arrêter. Mon père est resté assis, comme un homme qui venait enfin de découvrir que la lâcheté produisait des intérêts composés. Ma mère s'est levée pour objecter à nouveau, mais sa voix tremblait tellement, que même elle semblait entendre à quoi elle ressemblait. Il y a un moment où certaines personnes réalisent que le charme ne fonctionne plus. J'ai vu cette prise de conscience se produire sur le visage de ma mère, tandis que deux agents s'approchaient, après l'audience, pour parler avec les avocats de la saisine du procureur. Elle n'a pas été traînée dehors en hurlant. La réalité est souvent plus cruelle que ça. Elle a simplement perdu toute son envergure d'un seul coup. L'assurance, la certitude, le vernis social, la conviction ancrée depuis toujours qu'elle pouvait réarranger la vérité, simplement en jouant la comédie par-dessus. Tout avait disparu. Mon père a essayé de venir vers moi dans le couloir. Je ne l'ai pas laissé faire. Camille était introuvable. Dana se tenait à mes côtés. Elle a passé en revue les prochaines étapes, d'une voix si pragmatique que cela m'a empêché de sombrer dans le choc, et a prononcé les mots que j'avais attendu des années d'entendre, sous une forme ou une autre, ils ne peuvent plus contrôler ça. Elle avait raison. Pour la première fois de ma vie, il ne pouvait pas réécrire ce qui s'était passé. Il ne pouvait pas m'exclure de la pièce où la vérité était prononcée. Il ne pouvait pas faire de moi la fille difficile, la fondatrice instable, l'étrangère amère, ou le problème de la famille. Ils avaient construit un mensonge avec tellement de soin, qu'ils en avaient oublié une chose. Les mensonges s'effondrent d'autant plus violemment, lorsque la personne forcée de vivre dessous, décide enfin d'arrêter de protéger tous les autres du bruit du fracas. Dans les mois qui ont suivi, les conséquences sont arrivées comme elles le font toujours dans les familles aisées. Pas tout en même temps, mais de manière implacable. Ma mère a plaidé coupable, une fois que les preuves juricomptables sont devenues impossibles à fuir. Entre l'activité frauduleuse de la fondation, les fausses dénonciations, et l'utilisation de documents fabriqués dans une procédure légale,
ses avocats ont négocié âprement, mais ont tout de même échoué à la sauver de la seule chose dont elle avait toujours cru qu'elle n'arrivait qu'aux autres. La disgrâce publique, inscrite de façon permanente dans les registres légaux. Elle a été condamnée à 5 ans de prison. Mon père a pris une retraite anticipée, avant que le conseil d'administration de son cabinet ne prenne la décision à sa place. Le communiqué officiel indiquait qu'il se retirait, pour se concentrer sur des affaires personnelles, ce genre de langage aseptisé que les institutions utilisent, lorsque tout le monde sait que le scandale en est la véritable cause. Mais personne ne veut le nommer avec des mots concrets. Le monde mondain qu'ils avaient bâti au fil des décennies, s'est évaporé plus vite que je ne le pensais, même s'ils le méritaient. Les invitations se sont arrêtées. Les sièges dans les comités ont disparu. Les personnes qui avaient autrefois loué l'élégance de ma mère, et le jugement de mon père, ont soudainement développé une loyauté infaillible envers la distance. Ce détail ne m'a pas surprise. Les cercles basés sur l'image ne punissent jamais la corruption par morale. Ils la punissent parce qu'elle est embarrassante. Camille a disparu pendant un certain temps. Quand j'ai enfin su où elle était allée, c'était par l'intermédiaire de Dana, qui l'avait appris par l'un des nombreux canaux juridiques qui s'ouvrent, lorsque les familles commencent à se déchirer en public. Elle avait quitté le Massachusetts, avait cessé d'utiliser le nom de Mercé socialement, et avait loué un petit appartement à Portland, sous le nom de Camille Val. Je ne savais pas ce que je ressentais en entendant cela. De la pitié, peut-être de la colère, mais aussi, encore, une certaine forme de reconnaissance. Elle avait passé toute sa vie à occuper la place qui m'avait été refusée, mais elle avait également été fabriquée à partir de la même malhonnêteté, qui avait vidé le reste de la famille de sa substance. Nous n'étions pas des victimes égales. Je ne mentirai jamais en prétendant le contraire. Mais elle n'était pas non plus indemne, face à ce que nos parents avaient fait. Mon père m'a contacté une fois, après l'audience, pour me dire qu'il y avait toujours eu un fonds en fiducie à mon nom, financé des années plus tôt. 1,2 million d'euros, protégé, intact, qui m'attendait. J'ai écouté en silence pendant qu'il essayait, avec le langage des regrets tardifs, de m'offrir cela comme la preuve qu'il m'avait aimé, de la seule manière lâche qu'il connaissait. Je n'ai pas crié. À ce stade, la rage était devenue un cadeau beaucoup trop précieux pour que je le lui offre. Je lui ai simplement dit la vérité, de l'argent caché pendant des décennies, ce n'est pas la même chose qu'être présent. Puis, j'ai raccroché. Quand le trust est arrivé à échéance, et que les fonds ont été débloqués, j'ai pris la première décision qui m'a semblé vraiment juste. J'ai transformé le nom de ma grand-mère en quelque chose que personne, dans ma famille, ne pourrait jamais empoisonner. J'ai fondé la fondation Margaret High, et je l'ai structurée de la manière dont la fondation Héritage Mercé avait seulement fait semblant de l'être. Un conseil d'administration indépendant, une gouvernance transparente, des audits externes, aucune nomination familiale, aucun salaire de complaisance, et aucune manipulation émotionnelle déguisée en mission. Nous avons financé des bourses d'études complètes, pour des étudiants issus de familles brisées. Des enfants brillants mais ignorés, très performants mais livrés à eux-mêmes. Le genre d'enfants qui avaient appris, beaucoup trop tôt, que l'amour et la fiabilité ne sont pas des synonymes. J'ai ajouté une allocation de santé mentale à chaque bourse, parce que l'éducation change un avenir, mais que la guérison change la personne qui doit vivre cet avenir. Bâtir cette fondation n'a rien effacé, mais cela a donné à ma colère une direction, qui ne m'a pas fait pourrir de l'intérieur. J'ai également construit autre chose, bien que cela m'ait pris plus de temps, et que ce soit beaucoup plus important, une famille de cœur. Mon thérapeute est devenu l'un des premiers témoins bienveillants de ma vie. Quelqu'un qui ne m'a jamais, pas une seule fois, demandé d'être plus indulgente qu'honnête. Quelques amis sont devenus des personnes que je pouvais appeler, sans avoir d'abord à me censurer, pour devenir plus facile à supporter. Des bénévoles, des membres du conseil d'administration, et, plus tard, certains de nos étudiants boursiers, sont devenus le rappel constant que le lien humain est très différent, lorsque personne ne mesure votre valeur à l'aune de ce que vous pouvez faire pour eux. C'est là la partie la plus étrange de la guérison. Pas l'absence de douleur, mais l'absence de comédie. Je n'avais plus besoin d'être exceptionnel, pour mériter une place. Je n'avais plus besoin de réussir de manière suffisamment bruyante, pour être remarqué. Je n'avais plus besoin de me demander si l'amour me serait retiré, à la seconde où je deviendrais gênante. 1 an après le procès, ma mère était en prison. Mon père était seul, dans une maison plus petite, avec une réputation réduite à ce qu'il en restait, une fois que l'image avait cessé de faire tout le travail. Et Camille se reconstruisait,
avec un nouveau nom de famille, et une vie qu'aucun de nous n'avait été éduqué à respecter. Quant à moi, je vivais sur la côte du Maine, dans la maison où ma grand-mère m'avait appris à quoi ressemblait le fait d'être choisi. Certains soirs, je m'asseyais encore dans sa cuisine, et je pensais à la petite fille que j'avais été à 7 ans, essayant de comprendre pourquoi une simple question sur des visages avait changé sa vie entière. J'aurais aimé pouvoir lui parler plus tôt. J'aurais aimé pouvoir lui dire que les adultes autour d'elle n'étaient pas puissants parce qu'ils avaient raison. Ils étaient puissants, parce qu'elle était petite, et qu'ils étaient prêts à utiliser cela contre elle. J'aurais aimé pouvoir lui dire qu'un jour, elle cesserait de confondre leur rejet avec sa propre valeur. C'est peut-être la chose la plus importante que j'ai apprise à travers tout cela. La famille, ce ne sont pas les personnes qui partagent votre sang, pour ensuite transformer votre silence en arme. La famille, ce sont les personnes qui sont présentes, sans vous demander si vous avez suffisamment réussi pour mériter leur tendresse. Votre valeur n'est pas déterminée par l'approbation parentale. Elle ne l'a jamais été. Des parents peuvent échouer totalement avec leurs enfants, et rester des parents sur le papier. Cela ne leur donne pas raison. Cela ne rend pas l'enfant difficile à aimer. Cela rend simplement les parents limités, abîmés, égoïstes, effrayés, ou moralement faibles. La vérité n'a pas seulement exposé ma famille au grand jour. Elle m'a libéré de l'histoire qu'ils m'avaient assignée en son sein. Pendant des années, j'ai été la fille qu'ils ignoraient, celle qu'on renvoie, celle qui était censée accepter cette exclusion en silence, puis se montrer reconnaissante, lorsqu'ils revenaient rôder pour avoir accès à ma réussite. Mais la vérité a changé la géométrie de toute cette affaire. Je n'étais pas la fille indésirable. J'étais le témoin gênant. J'étais la preuve qu'ils ne pouvaient pas garder dans la maison, sans risquer ce qu'ils avaient bâti. Et, une fois que j'ai compris cela, la honte a cessé de me coller à la peau, comme il l'avait toujours voulu. C'est là la leçon éducative, enfouie au cœur de chaque histoire de vengeance, que les gens aiment réduire à un simple drame. Le silence protège l'architecture de la maltraitance. La vérité la détruit. Réclamer des comptes n'est pas de la cruauté. Imposer des limites n'est pas de l'amertume. S'éloigner de ceux qui vous ont trahi, encore et encore, n'est pas de l'égoïsme. C'est parfois le tout premier acte honnête de respect envers soi-même, dans une vie construite autour de la survie à leur malhonnêteté. Et si vous pouvez faire encore mieux, si vous pouvez prendre ce qu'ils ont essayé de briser en vous, pour le transformer en un abri pour quelqu'un d'autre, alors ce n'est plus seulement de la vengeance. C'est de la transformation. C'est comme ça que vous vous assurez que la douleur s'arrête avec vous, au lieu de devenir un héritage. Je n'ai jamais eu le jour de remise de diplôme que je méritais. Je n'ai jamais eu de parents qui m'ont regardé avec une fierté sincère et sans complication. Je n'ai jamais eu une enfance préservée des comparaisons, des secrets, et de l'exil émotionnel. Mais j'ai obtenu ceci. J'ai obtenu la vérité. J'ai récupéré mon nom, selon mes propres termes. J'ai obtenu une vie qui ne se plie plus, dans l'attente d'être choisie par des personnes qui ont déjà pris leurs décisions. Et j'ai pu bâtir quelque chose, que ma grand-mère aurait immédiatement reconnu comme du véritable amour. Une aide qui arrive sans aucune humiliation. Un soutien qui n'exige aucune performance. Et la preuve, pour les enfants ignorés, que quelqu'un les voit, avant même que le monde ne leur apprenne à disparaître. Cela, à la fin, a compté bien plus que de voir ma mère perdre sa liberté, ou mon père perdre son statut. Même si je mentirais si je disais que ces conséquences n'étaient pas méritées. La fin la plus satisfaisante n'a pas été leur effondrement. C'est mon refus de m'effondrer avec eux. C'est d'être devenu l'endroit sur dont j'ai moi-même eu besoin autrefois. C'est d'avoir appris qu'être invisible dans sa propre maison, n'est pas un verdict sur votre capacité à être aimé. C'est un verdict sur les personnes, qui ont obligé un enfant à gagner ce qui aurait dû lui être donné gratuitement. Et si vous avez déjà ressenti ce genre d'invisibilité, si vous avez déjà été traité comme si votre douleur était gênante, ou comme si votre succès n'était intéressant qu'à partir du moment où il devenait utile à quelqu'un d'autre, je veux que vous entendiez ceci clairement. Leur incapacité à vous aimer correctement, n'a jamais été la preuve que vous n'en étiez pas digne. C'était toujours la preuve de leurs propres limites. Vous ne leur devez pas votre silence. Vous ne leur devez pas votre avenir. Ce que vous vous devez à vous-même, c'est la vie dans laquelle votre version plus jeune, se serait enfin sentie en sécurité.